Bonjour. Bienvenue ici. Vous êtes beau. Beaucoup. Ça faisait longtemps. 10 ans, on vous attendait. On voulait vous avoir avec nous pour vous redire nos noms. M-O-T-S, pas de mots. M-A-U-X. Bien que, depuis le temps qu'on les garde, nos mots, sur les actes du colloque, bien rangés serrés, dans de jolis livrets, sur des étagères, tout en haut, mais tout seul. On voulait les ouvrir devant vous. C'est qu'il y a 10 ans, c'est beaucoup 10 ans, de jeunes enfants, de jeunes fous, ont été invités par de moins jeunes fous à prendre des mots, à les griffonner, les mâchouiller, les avaler, les digérer, se les coller au front, sans frotter les mains, et les mains sans rincer les yeux, et les yeux se creuser la tête à l'ouest, et les dire devant des gens. Vous, d'autres avancés, mais moins nombreux. Et oui, pendant 10 ans, c'est beaucoup 10 ans, de jeunes fous se sont cassés la tête pour en faire des formes de phrases, des statues de texte et des humains debout, qui parlent de trucs, de choses, bidules, machin. C'était très beau. C'était le temps d'avant. C'était il y a longtemps. C'était il y a 10 ans. Il y avait plein de gens là. Il y avait moi. Il y avait moins de lumière, non? Oui, un peu comme ça. Et il y avait de la musique aussi. Quand on s'ennuie,
On se retrouve souvent sur un banc. Comme on n'a rien à faire, on réfléchit. Depuis longtemps, on se retrouve sur un banc, mes amis et moi. On s'assoit sur un banc car il n'y a pas d'autre endroit. On rêve, on fantasme sur ce qu'on voudrait faire plus tard. Il suffit de 2 personnes qui se donnent rendez-vous sans rien de spécial à faire. Ils finissent par s'asseoir sur un banc. Un autre arrive. Ça va, Camille? Un autre encore. Ça va, Camille? Tu vas bien? Et ça part comme ça. Un banc, c'est ouvert autour. On voit les gens, on voit ce qui passe, ce qui se passe. Une voiture, Et c'est parti, on pense à la belle voiture qu'on aimerait conduire. des enfants passent. On se remémore notre enfance. Les plus anciens passent. On se voit plus tard. On commente, on rit beaucoup. On ne te demande rien quand tu es sur ton banc. C'est à mon avis un très bon endroit pour t'ennuyer. Je vous le conseille. Tu t'assois, tu n'es pas obligé de consommer, tu peux ne rien y faire. Quand tu n'as rien à faire, tu cogites au futur à ce que tu veux faire. Un banc, c'est un lieu d'invention d'autre chose. Avec les amis, on y crée quelque chose. D'une certaine manière, c'est en nous ennuyant, mes amis et moi, en acceptant de nous ennuyer, qu'on a commencé à inventer. Celui qui ne sait pas s'ennuyer, qui refuse de s'ennuyer, finit par faire n'importe quoi, des conneries, quel que soit son âge. Moi, ce qui me soutient quand je m'ennuie, c'est par exemple de faire des textes. J'écris des textes pour des chansons, et pour les faire, je dois poser mes idées et je réfléchis sur ces idées, sur mon texte. Je peux y passer 2 heures, facile. Donc, sur notre banc, avec la bande de copains, on arrête de s'ennuyer quand on commence à penser au futur. Comment avancer sans penser au futur? Si on n'a pas d'ambition, si on ne croit pas en l'avenir, alors seul l'instant importe. On s'amuse dans l'instant, en se fichant de ce qu'il y a derrière, donc des conséquences. Et voilà comment on fait des conneries ou qu'on devient dépendant à n'importe quoi. J'ai beaucoup de copains. Je ne sais pas ce qui est arrivé à certains, mais ils ont changé. Ils ne parlent plus du futur, ils ne vont plus vers l'avant, ils n'ont plus d'ambition. Je me suis demandé si dans le discours qu'on entend en boucle dans les médias et relayé par les parents ou les enseignants, Aujourd'hui, le bac ne sert à rien. De toute façon, tu seras chômeur. il n'y a pas comme un Tu n'as pas d'avenir. qui nous est dit, c'est ainsi, sur notre banc, en nous ennuyant, que nous avons pensé à un lieu pour les jeunes. L'idée du lieu n'est pas venue parce qu'on en avait marre du banc. C'est fort possible qu'avec ce lieu, nos rendez-vous sur le banc se poursuivent. À quoi ressemblerait ce nouveau lieu? Ils seraient habités par un sentiment de chaleur, De convivialité. Une ambiance amicale. Un lieu où on pourrait se sentir comme chez un ami. Changer les chaises pour des canapés. Un espace où passer prendre un café. Boire une boisson. Écouter de la musique. En faire peut-être. Dans cet espace, Un billard. un baby-foot. Un karaoké. Si l'acoustique est bonne. notre banc, on se dit. Mais si seulement on avait ça, ce lieu, comme chez un ami. Un lieu à aménager. Ce lieu, ce serait une force, une union, créer des choses dans la vie. Ce lieu inventé deviendrait un lieu d'invention. On dirait. Tiens, si on faisait ça ou ça. Il y aurait même un réseau social autour. Comme si plusieurs amis vivaient ensemble des choses et en créant des liens entre eux, créaient des liens autour d'eux avec d'autres. Par exemple, on pourrait créer un tournoi de musique ou de poésie dans le quartier et entre les quartiers. Voyons ça comme un lieu dynamique, un tremplin. Ça irait plus vite pour le quartier, ça te transformerait. L'union fait la force. À force de connaissances, de rencontres, nous pourrions grandir. Notre lieu ne sera pas un lieu rassasié. Un jeune ne sera jamais rassasié. Aujourd'hui, nous avons ce projet. Nous ne savons pas s'il aboutira. Il aboutira peut-être. Nous, nous aimerions qu'il aboutisse. Nous nous posons les questions de son fonctionnement. Mais nous aurons sûrement les réponses quand on recommencera à s'ennuyer. Alors là, je suis d'accord. C'est pas Mais moi, je déteste m'ennuyer. Au Maroc, durant les vacances, je n'avais rien à faire. Tellement rien à faire. Je n'avais même pas les moutons pour leur jeter de l'eau. Je m'ennuyais tellement que parfois je sautais sur le matelas comme sur un trampoline. Mais dès que je sautais, quelqu'un me disait « Arrête !» car on entendait tout dans la maison. C'était affreux cet ennui. Alors, j'ai commencé à aller sur la PlayStation 3 dès 8h du matin. Jour après jour, ça allait crescendo. Au point que je n'aimais pas devoir céder la place à mon frère. À peine réveillée, je sautais sur la PS3.
J'essayais même de me lever plus tôt pour jouer. J'arrêtais pour regarder l'émission de télé avec mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Mais je ne regardais même pas vraiment. J'avais une PS3 en tête. C'était trop, vraiment trop. Un truc de fou malade. Je me reprochais le soir de n'avoir rien fait d'autre. Alors que j'aurais tellement aimé aller me promener dans le souk, visiter, voir des choses. Je m'en rendais compte, mais c'était PS3 où je m'ennuyais. PS3 ou rien. Je pensais PS3. L'objet avait pris toute la place. Je finissais par y jouer toute seule, sans mon frère. Mais là, toute seule, j'ai réussi à inventer. J'ai pris l'objet comme support pour inventer. J'ai inventé des personnages en utilisant ceux qui étaient dans les histoires de la PS3. Je les ai recréés avec ce que je trouvais. Je faisais comme si j'étais ces personnages. Par exemple, je trouvais des trucs pour en faire des armes que je cachais dans mes manches. Et je courais partout dans toute la maison. Cela m'amusait beaucoup. Dès le retour à Paris, j'ai cessé de jouer à la PS3. J'ai cessé dès que l'ennui a cessé. Une dépendance commence-t-elle toujours par l'ennui? Pas sûr. Il me semble que ça peut commencer aussi pour essayer. Par curiosité. Ou par envie de faire comme les autres. Ou pour crâner. J'ai dit que l'ennui peut pousser à jouer à la PS3 par exemple. Pourtant, si je finissais par me lever plus tôt pour jouer, c'est qu'il n'y avait pas seulement l'ennui, il y avait aussi un plaisir. Je dirais 40% l'ennui et 60% le plaisir. Le plaisir de manipuler la manette, de se sentir bien mieux que les autres, de s'améliorer, de toujours plus, toujours mieux, de vouloir rattraper son frère, un réel plaisir, oui. Une dépendance, c'est aussi lié à un plaisir, même s'il y a danger. Tous les plaisirs ne rendent pas dépendants, heureusement. Il y a plaisir et plaisir. Le plaisir d'écouter la radio, par exemple, avec les émissions du soir, où les gens appellent et parlent de leurs problèmes, et où celui qui écoute découvre des vies, qui l'aide à comprendre la vie. Surtout le plaisir de la musique. J'aime la musique, j'aime le rap, j'écoute aussi du blues et du jazz, parfois même de la musique classique, le R&B aussi, mais pas le rock. J'aime la musique, mais je peux m'en passer. La musique, c'est du plaisir et zéro accro. J'ai rencontré la musique pour la première fois à l'école. C'était en maternelle. Cette première fois, j'ai rencontré la musique sans le savoir. Je ne savais pas que c'était de la musique. Je ne savais pas ce que je faisais. Beaucoup plus tard, j'ai su que Pomme dans un été, Pomme d'api, c'était de la musique chantée, que je chantais la musique. Puis j'ai rencontré la musique avec Thibaut au centre. Cette fois-là, je savais que je rencontrais la musique. Le cours s'appelait Éveil musical. Nous faisions des rythmes, des sons. J'ai découvert alors qu'avec n'importe quel son, on peut faire de la musique. Même avec le bruit de ces ciseaux qui tombent sur la table. On peut faire des rythmes ensemble avec n'importe quel objet. J'ai fait des sons avec d'autres et j'ai soufflé dans une trompette pour la première fois. Je soufflais tout simplement, sans jouer vraiment. Depuis 2014, je joue de la trompette avec Pedro. Je joue aussi du piano avec Marie et des percussions avec Merlin. Le travail avec un instrument, jouer un morceau à plusieurs, ce n'est pas que faire du son. Je fais plus que du son. Je joue de la musique et je me sens bien. Quand je m'entraîne, je me trompe. Donc j'apprends. Mais en concert, je ne me trompe pas. En concert, je joue même si je me trompe. Même si je me trompe en concert, je me rattrape. Je continue sans perdre le fil.
sans rompre le rythme. Quand on joue ensemble, chacun écoute aussi les autres. Et si l'un se trompe, on se rattrape. La musique, c'est tous ensemble. Avant un concert, j'ai le trac. Bien sûr, mais cela ne se voit pas. Je peux le cacher. Quand je joue, tout de suite le trac part. J'appelle ça le trac. La peur de jouer, ou plutôt la peur de ne pas pouvoir jouer, de me tromper, de perdre dans l'erreur, de perdre le fil, de perdre mes moyens. En concert, je ressens toujours un petit trac, mais je suis plus reliée au public. Une fois, on a joué un air qu'on ne connaissait pas très bien. Je regardais mes doigts, mais quand je sais très bien le morceau, je suis à l'aise, je ressens du plaisir, et je ressens le plaisir du public. Je le vois bouger en rythme, sourire. J'ai été en concert avec Pedro à la péniche. C'était la musique de Frank Zappa. Il y avait 3 trompettes sur scène et Merlin à la batterie. Un samedi soir, il y a quelques semaines, Pedro, mon professeur de trompette, m'a invité à jouer en concert un morceau avec le big band qu'il dirige. J'ai aussi joué avec le trio de jazz professionnel de Pedro, Merlin et Michel. J'ai de la chance. J'ai trouvé cela étonnant pour un enfant de jouer avec des adultes. C'est un étonnement joyeux. Ce soir-là, j'ai appris qu'il faut savoir faire avec le stress. Parce que là, j'ai moins le droit de me tromper qu'avec des enfants. Depuis que j'ai joué avec Pedro et les autres musiciens, quelque chose est différent pour moi. Ça m'a fait évoluer. Est-ce que moi, je pourrais vivre sans musique? D'abord, j'ai pensé oui, je pourrais vivre peut-être sans instrument de musique, sans trompette, sans piano. Mais après, j'ai pensé non, que c'est impossible de vivre sans la musique de Pomme de Renette et Pomme d'Api. La musique quand je chantonne, la musique quand je fais des petits rires, quand je tapote sur la table, la musique quand je parle. Cette musique-là, c'est impossible de vivre sans. Ce serait comme m'empêcher de parler. Les langues, elles chantent. Parler, c'est déjà faire de la musique. Vivre sans musique, c'est ne pas parler. Le langage, Mamadou H, 9 ans, 2011. J'adore les animaux et je veux en parlant d'eux les représenter. Je veux parler pour eux. L'homme a la parole, pas eux. Les animaux ne parlent pas. Ils ont un langage, mais ce n'est pas comme nous. Ce que je veux dire, c'est que les animaux n'ont pas la parole comme langue. La langue des animaux, entre eux, ce sont les sons, les caresses, les odeurs et les couleurs. Les animaux sont sauvages parce qu'ils ne parlent pas. Je dis que l'homme a l'intelligence de la pensée et que les animaux ont l'intelligence de l'instinct. Par exemple, les animaux se reproduisent seulement à certaines saisons, alors que les hommes font des enfants quand ils sont amoureux. Un autre exemple, l'animal ne mange pas de plantes ou d'autres animaux qui le feront mourir, alors que l'homme peut se tromper et s'empoisonner. Un autre exemple de la différence d'intelligence entre l'homme et l'animal. L'homme, quand il veut manger, il sait acheter avec de l'argent sa nourriture. Il donne de l'argent à la place des choses et ça marche. L'animal, lui, chasse pour manger. L'homme chasse pour le plaisir ou par colère, là où l'animal chasse seulement pour manger ou se défendre. L'homme, il fait la chasse, il a le plaisir de la raconter. Il peut aussi tuer pour se venger alors que l'animal ne lui a rien fait. L'homme, s'il sent un très bon plat et qu'il le mange, il sera malade s'il apprend que c'est du rat par exemple. Il fera la grimace et vomira même s'il l'a aimé. Le mot qui accompagne la nourriture est très important pour l'homme. La chose qu'il mange doit être dite pour qu'il la reconnaisse et l'apprécie. Le goût et l'odeur ne suffisent pas. J'ai dit en commençant que je voulais parler pour les animaux qui sont en danger, parce qu'ils ne peuvent pas parler pour se défendre. Les hommes disent que certains animaux sont des nuisibles. Mais c'est parce qu'ils ne les aiment pas. Je sais qu'il y a des prédateurs chez les animaux, et que c'est normal, parce que l'animal chasse pour vivre. Maintenant, pour finir, je vais vous dire le nom des espèces menacées par l'homme. Le grand requin, le tigre du Bengale, l'éléphant d'Asie, le gorille, la tortue, la chauve-souris, le hamster, l'ours brun, l'aigle de Bonelli, le vautour moine, la baleine. Ok. Super, c'est très bien tout ça, mais on s'éloigne pas un peu du sujet? Oui, ça va dans tous les sens. Mais non, pas du tout! Je suis d'accord avec toi, toi et toi. Mais c'est qui le monde? Commençons par réfléchir. Un lieu pour habiter le monde? Un lieu, c'est un salon. Pour habiter, c'est vivre. Le monde, c'est la société. Maintenant, on peut faire une pause? C'est pas possible. Je suis d'accord. On respire, on se détend.
s'il vous plaît. Je veux juste vous répondre à ma question. Ah, justement, en parlant de questions, j'ai quelque chose qui me travaille et que j'ai envie de partager avec vous. J'arrive pas à savoir si on parle du monde, si on parle de nous. Est-ce qu'on parlait du monde et de nous sans savoir qui on est? Moi, je sais pas qui je suis. Il faut partir en Sicile. La Sicile, c'est le monde. Avec mon permis hélicoptère, on pourrait faire un premier voyage. Voyage! Et ensuite, je reviendrai vous chercher avec mon voilier parce que j'ai aussi le permis voilier. Et j'ai aussi le permis moto. Je peux être le personnage sur la moto. Je suis d'accord. Ok, on fait la scène à table, je n'en peux plus. Attention, poussez-vous, il faut qu'elle s'allonge. Et avec les vélos aussi. Hein. Faites vos valises. Est-ce qu'on peut ne pas savoir où on va? Allez, les valises. Nous sommes allés à Marrakech, à Rabat et à El Jadida, au Maroc. Nous sommes allés dans le sud de la France, en Auvergne, à Tours, à Clermont-Ferrand. Nous sommes allés à Barcelone, en Espagne, et à Rome, en Italie. Pourquoi nous aimons les voyages? Pourquoi ils nous rendent heureux? Parce que les voyages sont associés à l'été, à la chaleur, au repos, aux vacances, parfois à la mer. On oublie certaines choses, on oublie la pression. C'est une insouciance, une liberté. Nous aimons les voyages aussi parce que c'est une rencontre avec des choses inconnues, comme les monuments, les maisons, et avec des gens inconnus aussi. Ces voyages sont possibles parce que notre mère organise tout. Elle s'amuse elle aussi, mais elle a le souci de prévoir. Elle prévoit les lieux, les repas, les hôtels, les promenades, ce qu'on fait le matin, l'après-midi, le soir. Elle vérifie que personne ne se perde en route. Car nous sommes toujours plus de 20 personnes. Avec ma famille, on se retrouve l'été pour voyager tous ensemble. On rit ensemble, on découvre ensemble, on s'entend bien. C'est très gai. Ma famille, c'est une joie d'écouter leur retrouver. Je me sens légère, un peu comme un bébé. C'est un peu comme un rendez-vous amoureux.
parlait français très bien. On a fait connaissance. On est repassé et on lui a acheté des souvenirs. Oh, et le monsieur du taxiphone, il s'appelait Anouar. Il parlait français lui aussi. C'était le seul taxiphone du secteur pour appeler nos parents chaque jour. On a fait connaissance avec lui. Il nous a dit un jour... Vous êtes ici comme chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour vous. Ça nous a beaucoup touchés. Et la femme SDF un peu folle qui gueulait dans la rue. Elle nous faisait peur. Elle avait toujours la même place. Avec Angélique, on est allé vers elle, on s'est présenté. On lui a parlé. Elle a continué à gueuler. Alors on lui a dit de ne pas crier, qu'il ne fallait pas. Elle m'a demandé de lui donner une paire de chaussures, mais je ne pouvais pas. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Elle m'a dit que j'étais méchante. On lui a proposé de faire un tour avec nous, mais elle a refusé en disant que tout le monde la regardait et qu'elle allait nous mettre la honte. Elle nous a dit « Vous aurez honte de moi ». Elle nous a dit qu'elle avait perdu un fils qui avait fugué et qui n'est jamais revenu. Et que c'était pour ça qu'elle criait. Il m'a semblé que les passants nous regardaient comme des folles de lui parler. Avant de partir, Angélique lui a proposé des cigarettes et moi un peu d'argent. On a donné notre nom. Je ne sais pas son nom. Elle n'a pas voulu nous le dire. Elle a pleuré à notre départ. Ce que j'ai fait avec cette femme, je ne l'aurais pas fait en France. À Madrid, j'ai donné aux mangeants amputés, aux musiciens dans le métro, aux SDF. Je ne le fais jamais à Paris où j'en vois tous les jours. Même nous, ça nous surprenait de le faire. Je n'ai pas encore compris pourquoi je le faisais là-bas. Pour laisser notre trace de français, pour créer un lien, parce que c'était un temps limité, ça me plaisait de leur donner. Leur merci me faisait plaisir. Il y a eu la rencontre avec les Vénézuéliens. Comme par hasard, ce jour-là, je venais de voir à la télévision dans le métro que Hugo Chavez était mort. De retour à l'auberge, nous rencontrons ces 3 Vénézuéliens. Une fille et 2 garçons. La fille était triste parce qu'elle aimait Chavez. Les 2 garçons non, car ils ne l'aimaient pas. Ils avaient une vision différente de leur président. Je suis d'abord entrée en conversation avec la fille à cause de sa tristesse. Voilà comment nous avons rencontré Jesus Elvis. Nous avons fait des visites, des sorties avec eux deux. On a ri, on a échangé, on a découvert le décalage horaire, nous leur culture et eux la nôtre. On a parlé de ce qui était inconnu pour l'autre. Après les visites dans la ville, on se retrouvait dans le quartier de l'auberge. Ce quartier nous est devenu familier. C'est un grand plaisir de se sentir comme chez soi dans un pays lointain. J'éprouve un grand plaisir et une fierté d'avoir apprivoisé cette ville, d'aller et venir dans le quartier, de me repérer, de reconnaître des gens et d'être reconnue par eux. Certains demandaient de nos nouvelles. J'ai rencontré un autre continent dans un autre pays. Je crois que là-bas, j'ai risqué plus de choses. J'ai même fait quelque chose que je ne devais pas faire. C'était à l'aéroport. Je ne voulais pas rentrer, je voulais rester en Espagne. Les autres filles aussi voulaient rester. Alors, une des filles m'a dit de faire un truc de ouf pour rester. Un truc de ouf? J'ai pris, dans une des boutiques de l'aéroport, un flacon testeur de parfum à moitié vide. Je l'ai pris simplement pour rester. Quand on attendait pour embarquer, un vigile est venu vers moi et il m'a demandé de vider mon sac. Je souriais. Je lui ai dit, si vous cherchez le parfum, le voilà. Le vigile était gentil, pas du tout agressif. Il m'a dit que pour ne pas avoir d'histoire, je devais acheter le parfum. J'ai payé un flacon neuf dans sa boîte. Je n'ai pas eu peur un seul instant. J'étais dans le désir de rester. J'avais eu un gardien de prison qui parle espagnol tout le temps. Le plus drôle, c'est que le parfum, je l'ai oublié dans l'avion. L'homme s'appelle Ahmed. Il a quitté son pays à 12 ans. Il n'avait plus de parents. Il était tout seul. Il ne voyait pas ce qu'il pouvait faire en restant dans son pays. Alors, il a décidé de partir. Il m'a dit que là-bas, il y avait plein de problèmes. Son pays était l'Algérie. Mes parents m'ont expliqué qu'ils ont quitté leur pays pour
voyager, voir, connaître le monde. Et puis, ils sont restés en France, à l'étranger. Ils sont passés de voyageurs à immigrés. Ma mère Jamila est partie d'Algérie à 20 ans. Elle voulait voir le monde et ne pas rester avec ses parents. Paris la faisait rêver. C'est là qu'elle a rencontré Ahmed, mon père. L'immigré, pour nous, c'est celui qui vient s'installer, travailler et vivre dans un autre pays que le sien. Ils viennent pour le travail. En France, la plupart des immigrés sont des ouvriers. Ahmed et Jamila nous ont dit qu'ils croyaient qu'en quittant les problèmes qu'ils avaient dans leur pays, ils auraient une vie sans problème ailleurs. Nous savons, et maintenant eux savent aussi, que ce n'est pas si simple. Les gens émigrent à cause des problèmes de famille, d'argent ou parce que leur pays est en mauvais état. Mais même s'ils ont de très grands problèmes, nous pensons que les gens se trompent en quittant leur pays. Nous pensons qu'il ferait mieux de rester là-bas et d'attendre. On ne sait jamais, ça pourrait s'arranger. S'ils partent, il faut le regretter. Ils ne le savent pas, mais leur vie dans le nouveau pays est aussi difficile. Les immigrés et les autres n'ont pas les mêmes situations. Ahmed nous expliquait qu'il est parti trop jeune de son pays. Du coup, quand il est arrivé en France, il ne savait ni lire ni écrire. Ce n'est pas la même immigration pour ceux qui n'ont pas les bases scolaires et pour ceux au contraire qui ont eu accès à l'école. Au collège, certains disent que les immigrés sont des terroristes. Ils ne me l'ont pas dit directement, mais nous l'avons déjà entendu. Ils entendent ça à la télé. En fait, la plupart des immigrés sont des ouvriers. Et comme nous l'avons dit, beaucoup d'ouvriers sont des immigrés. Les immigrés et les autres sont des personnes comme nous, qui ont quitté leur pays, c'est tout. Il ne faut pas juger les gens sans les connaître. Il faudrait que les gens discutent entre eux, avec leurs voisins. Aujourd'hui, j'ai 12 ans, comme Ahmed quand il a quitté l'Algérie. Ça me ferait bizarre de partir. C'est quand même une décision courageuse et qui a dû être difficile à prendre. Moi, je n'ai jamais pensé à immigrer. Je suis trop jeune pour quitter la France. J'attendrai d'être un peu plus grande. Pourquoi accueillir? Loginité, 14 ans, 2016. Vraiment, je suis choquée et ça me fait peur. En fuyant la guerre ou la misère, plusieurs centaines meurent chaque année en mer ou sur terre. Ils se font racketter par des passeurs. Et certains, comme ceux qui fuient l'Éthiopie, sont réduits en esclavage dans un désert, maltraités, torturés, et les familles sont rançonnées contre leur libération. Pour obtenir la rançon, les bandits leur coupent par exemple les doigts et les parties génitales et les envoient aux familles. Je suis choquée que ces gens travaillent pour arriver en Europe et se protéger et qu'ils soient bloqués par les frontières. Il y a des frontières qui gênent tout. Les frontières sont des barbelés, des murs, des barrières. Certaines, comme en Espagne, ont des lames de rasoir. Beaucoup meurent en les escaladant. Un chauffeur de camion anglais a caché dans son camion une petite fille de 3 ans pour qu'elle rejoigne sa famille en Angleterre. Il a eu du courage, il a fait selon son cœur. Il a d'abord été condamné, mais beaucoup de gens ont été touchés et un juge lui a donné raison. Nous devons apporter de la sécurité à ces hommes, ces femmes, ces familles qui fuient la guerre, qui fuient la misère et qui cherchent tous de la paix et du travail. Il faut leur venir en aide. Il faut les accueillir en Europe. Nous sommes en paix, nous sommes plus riches. Nous devons partager. Nous n'avons pas souffert comme eux, ce n'est pas gentil de les empêcher de venir. Nous ne pouvons accueillir tout le monde. Mais il ne faut pas les expulser vers leur pays. À cause des terroristes et des attentats, c'est important qu'il y ait des contrôles des personnes, qu'elles donnent leur nom, leur identité. Pour que nous sachions qui elles sont. Je trouve juste aussi de demander à tous les migrants de se répartir entre tous les pays riches.
Ils doivent accepter de ne pas aller forcément là où ils voulaient au début. Si tous veulent aller au même endroit, ce sera un problème. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens pauvres dans des pays riches et l'arrivée des migrants crée de la peur et de la jalousie. Un autre problème, c'est le travail. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Certains migrants n'ont pas le droit de travailler ou alors ne trouvent pas le bon travail. Pour vivre, pour manger, certains se prostituent, par exemple. Comment les juger? Nous n'avons pas vécu ce qu'ils ont vécu. Il faut beaucoup de courage pour quitter son pays. J'aimerais être sauveteuse de mer. Je ne sais pas encore qui j'aimerais sauver. J'aimerais sauver surtout les enfants et les bébés. Surtout les bébés. Sauver, c'est empêcher de mourir. C'est empêcher de se noyer. Sauveteuse de mer, c'est sauver des personnes qui partent en bateau et qui coulent. J'ai vu à la télé des familles qui se noyaient pour se sauver des pays en guerre. Sauveteuse de mer, c'est aussi pour sauver les animaux qui sont en danger. Ce sont les gros qui me posent problème. Surtout les gros carnivores, comme les requins, ceux qui mangent les animaux ou les hommes. Il y a des hommes aussi qui sont comme de gros requins, qui mangent les autres, qui détruisent, qui n'aident pas les plus faibles. Je vais à la piscine. C'est ma passion depuis que je suis toute petite. Il faut un passeport d'eau pour être sauveteuse de mer.